Alors, à l'évidence, il faudrait le revoir au minimum dans un délai de 2 à 4 semaines. Alors, en France, on a un gros souci pour organiser cela, puisque soit les hôpitaux qui ont eu le patient n'ont pas les moyens de reprendre tous ces patients en suivi. Donc, on les adresse au médecin généraliste qui n'a pas forcément la compétence ni comment dire, le savoir-faire pour monter les doses. Les infirmières en France ne peuvent pas monter les doses de bêta-bloquants ni d'IEC. Et donc après, c'est les cardiologues de ville qui ont des délais de consultation qui sont... c'est faisable. Mais c'est une organisation qui reste mal faite. Alors les recommandations européennes disent qu'il faut s'arranger pour revoir précocement le patient après la sortie sans donner de délai. Après, il y a des réseaux, des Heart Failure Networks qui ont été mis en place qui permettent de monter les doses, mais ils sont très rares puisqu'il n'y en a que 10 en France et qui couvrent un bassin de population à chaque fois de l'ordre de 800 patients. Donc ça ne couvre pas les besoins de population de Français. Donc on est embêté, mais idéalement on le revoit au bout de 15 jours et tous les 15 jours jusqu'aux doses optimales. C'est ce qui est écrit, mais ce qui est rarement fait. Il nous faut généralement 3 à 6 mois pour faire une optimisation de dose après une poussée congestive en sortant de l'hôpital, ce qui n'est pas bien. Là, vous parlez de cliniques d'insuffisance cardiaque, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas juste les doses, il y a aussi l'infirmière qui peut parler au téléphone aux patients, etc. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de cliniques, d'organisations? Comment ça se passe chez un patient qu'on veut référer, par exemple, à une clinique d'insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est organisé de cette manière-là? Un petit peu, et Damien vous en parlera demain, donc on ne va peut-être pas déflorer le sujet, mais globalement, il y a des centres d'éducation avec des cliniques d'insuffisance cardiaque qui sont apparus depuis une dizaine d'années, mais ça reste encore quelque chose d'assez rare en France. Ouais, c'est surtout des expériences individuelles, quoi. Il y a des gens intéressés qui créent des cliniques ou des unités thérapeutiques d'insuffisance cardiaque, mais c'est très disparate. Il n'y a pas de modèle unique d'organisation. Et c'est vrai que pour l'instant, il y avait, enfin, c'est en train d'évoluer, mais il n'y avait pas de système de reconnaissance non plus de ce type, de l'acte éducatif, par exemple. Donc c'était très compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de financement. Et comme on est déjà dans un système de pénurie, notamment d'infirmières, c'est vrai que ça pose des problèmes. Il y a environ 250 centres formés à l'éducation du patient en maladie chronique et insuffisance cardiaque pour un bassin pour 65 millions d'habitants. Marie-Hélène, est-ce que tu le revois dans 2 semaines? Je vais essayer. Mais je pense que entre 2 et 4 semaines serait la fenêtre idéale pour revoir ce patient-là, étant donné qu'il vient d'avoir une décompensation récente et qu'on est en train de majorer notre médication. Alors, je pense qu'on veut stabiliser le patient le plus rapidement possible. Alors, j'opterais pour ça. Bon, c'est certain qu'il faut jouer du coude pour essayer de voir les patients parce que les cliniques sont quand même lourdes et il y a des patients extrêmement malades. Mais idéalement, la fenêtre chez ce patient-là serait entre 2 et 4 semaines. OK, donc... Viviane, tu vas nous les montrer parce que oui. Les règles sont complexes. Oui, alors nous, pour répondre à votre question, Dr. Legendre, on a la chance d'avoir un consensus canadien qui nous délimite vraiment les suivis, des délais raisonnables d'attente. On a Dr. Howlett qui est ici, qui est le chair là, de ces guidelines. Marie-Hélène est dedans. Donc, on a... Pardon? Oui, Dr. Howlett. Showing your guidelines. Donc, ça, je crois que c'était en 2006 que c'est apparu. Et vous voyez vraiment que... Oh, excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est juste que je peux... Ah, voilà. Multitasking, c'est pas mon affaire. Donc, vous voyez que quand c'est semi-urgent, c'est-à-dire en bas de... Pardon, je vais commencer par très urgent, en bas de 24 heures, c'est un patient qui est vraiment très malade à l'hôpital avec une myocardite, qui a besoin d'être vu par un spécialiste ou un cardiologue quand il est dans l'hôpital. Mais nous, on parle ici d'un patient qui doit être vu en dedans de 2 semaines. Ce serait urgent. Si un patient a une insuffisance cardiaque progressive, s'il y a un nouveau diagnostic d'insuffisance cardiaque, qu'il est instable ou décompensé, classe 4 ou stade D, là, selon l'ACC. S'il y a eu un infarctus avec insuffisance cardiaque, la mortalité est pas mal élevée. Alors, ce serait un patient qui devrait être vu en dedans de 2 semaines.
Donc, c'est ici, notre patient correspond un peu à la visite après une hospitalisation ou visite à l'urgence pour une insuffisance cardiaque. Par contre, s'il est stable, même s'il a été hospitalisé récemment, il pourrait être vu en dedans de 4 semaines. C'est-à-dire, lui, il serait plutôt classe 2 à 3, New York Heart, donc au stade C, ou nouveau diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc, je pense que lui, il serait entre 2 et 4 semaines. Donc, la réponse de Serge de 2,5, je pense que ce serait une bonne réponse. Et puis, s'ils sont très stables, par ailleurs, vous pouvez attendre 6 à 12 semaines. Ça, c'est les guidelines, OK? Par contre, dans la vraie vie, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ça dépend vraiment de nos ressources. Alors, nous, on essaie de les voir entre 2 à 4 semaines. C'est peut-être pas toujours possible parce qu'on a une liste d'attente très longue de patients, de nouvelles consultations. Je vous montre ici les données de l'étude l'accès URGE. Je vais arrêter de regarder mon ordinateur. L'étude accès URGE où on voit les données qui ont été compilées par 8 centres au Québec sur les délais d'attente. Donc là, c'est des patients qui rentrent à l'urgence, OK, puis qui sont suivis par téléphone ou des révisés de dossiers dans les quelques semaines qui suivent. Et c'est pour voir quel est le pourcentage de patients qui vont être revus en dedans des délais acceptables. Donc, vous voyez ici que ce sont des patients qui sont à l'urgence. Hein? Donc, idéalement, ils seraient vus entre 2 à 4 semaines. Et ce qu'on voit ici, c'est avec l'astérix, c'est le benchmark, c'est-à-dire le temps où ils devraient être revus. Mais on voit qu'à 2 semaines, il y a seulement 23 % des patients qui sont vus par un cardiologue ou un spécialiste en insuffisance cardiaque et 32,6 % des patients qui sont vus par un docteur. Donc, si on regarde les lignes directrices, il faudrait que ce soit beaucoup plus haut que ça et on ne satisfait pas à la demande. Et à 3 mois, évidemment, la plupart vont être vus, mais c'est très tard pour un patient aussi malade. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires, là, mais c'est intéressant de voir que dans la vraie vie, on n'est pas aussi bon que dans les guidelines. Donc, c'était le sens de mon premier commentaire. On faisait partie de cette évaluation-là, puis comme de fait, sur le terrain, on a de la difficulté à articuler des visites rapides. Deuxièmement, tout le problème de mise en la communauté. Si je prends ma région, parce qu'on l'a regardé d'un peu plus près, on a 3600 patients dans notre région qui sont hospitalisés pour des compensations cardiaques. Il y en a environ 400 ou 500 qui sont suivis dans nos cliniques d'insuffisance cardiaque. Ce qui en reste, ce que j'appelle les patients orphelins, c'est 80-90 % de ces patients-là. Donc, on a bien beau parler que oui, on va faire des pieds et des mains pour tenter de les inscrire, mais c'est vraiment une minorité de notre clientèle qui décompense, puis c'est ça qui m'inquiète encore. Je pense qu'on fait un travail important à l'hôpital, mais après ça, il n'y a pas grand monde qui fait le suivi. Est-ce que vous avez une discipline de gérontologie ou de gériatrie formée pour la prise en charge des patients sur cardiaque? Non. À l'hôpital, peut-être. Ils peuvent nous assister à l'hôpital, mais certainement pas en ambulatoire. De toute façon, je ne sais pas si Marie-Hélène peut en parler aussi, ou Viviane, mais tout le support que l'on a en clinique d'insuffisance cardiaque, outre le support infirmier-infirmière, il est très, très, très peu important. Là. Si je regardais la part des diététiciennes chez vous, chez nous, c'est difficile d'avoir une consultation diététique. Là. Chez nous, les nutritionnistes sont présentes de façon quotidienne à la clinique d'insuffisance cardiaque, le pharmacien aussi et les infirmières. C'est une clinique qui reçoit beaucoup de patients. Par contre, effectivement, lorsqu'on est pris avec des patients qui sont beaucoup plus malades, chez qui on aurait besoin d'un support beaucoup plus important, soit le gériatre, les soins palliatifs, ça devient beaucoup plus difficile. Parce qu'il n'y en a pas d'assigné. Il n'y a personne d'assigné, puis je pense que les gens ne sont pas en quantité suffisante. Là, en fait, en termes de soins palliatifs, ils sont déjà très occupés avec les cas de cancer. Alors, quand on arrive avec un patient en insuffisance cardiaque, il faut déjà faire beaucoup de démarches auprès des CLSC, via le médecin de famille, pour que les gens n'aient plus à se déplacer à l'hôpital quand ils sont rendus en phase terminale. C'est pas facile. Je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant éventuellement d'avoir le commentaire de Jonathan là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au niveau canadien? Jonathan, everybody wants to know what's a Canadian perspective on the follow-up of patients with acute decompensation. What's your knowledge? What's the difference between the guidelines and what happens on the ground? Thank you very much.
In Canada, in many jurisdictions in Canada, the data is not representative of what we want to see. Like many places, in areas where data is collected, such as BC, in parts of Ontario, in Atlantic Canada, Nova Scotia, and in Alberta, the data suggests that about 20 to 30% of patients discharged from hospital with heart failure are seen within 1 month. And furthermore, the access to heart failure clinics or any kind of disease management is very poor. In Alberta, the estimation is between 2 and 8% of patients discharged from hospital are seen in a heart failure clinic within 1 year. So very low. It's actually twice as high as it was before, 5 years ago, but still very, very low. And we obviously have a very long way to go in many parts of Canada. Thank you very much for that perspective. On va continuer. Donc là, vous l'avez revu, là, entre 2 et 4 semaines. Il est stable selon la définition donnée plus haute. Quel sera votre choix de bêta-bloqueur maintenant? Admettons qu'on le commence en externe. Donc, 1, métoprolol, 2, bisoprolol, 3, carvedilol, 4, autres. Wow. On a une clientèle bien informée, quand même. Commentaire, Marie-Hélène? Donc, la plupart choisiraient le carvedilol. OK. Bon, il faut comprendre que les 3 bêta-bloqueurs nommés sont dans le consensus et que ce sont les 3 bêta-bloqueurs que l'on pourrait utiliser. Bon, chaque bêta-bloqueur a ses pour et ses avantages et ses inconvénients. La prise multiprise versus prise unique par jour pour ce qui est du bisoprolol. Le carvedilol, moi, je l'aime beaucoup personnellement parce que je pense que c'est un médicament qui a un effet vasodilatateur additif au début et qui peut facilement aider également notre performance ventriculaire droite aussi. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Mais dans le consensus, finalement, il n'y a pas rien qui nous dit qu'un est nécessairement mieux que les autres. Ce sont les 3 qui sont acceptés. Et puis, je pense que c'est une question d'être confiant avec la médication qu'on utilise, de connaître la limite du médicament, les effets secondaires que le patient va recevoir aussi. C'est important de savoir si le patient est en insuffisance rénale, l'accumulation du médicament en insuffisance rénale. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il s'agit d'être simplement confortable avec celui qu'on utilise. Alors, ton préféré, c'est le carvedilol? Le mien, oui. Docteur Trochu? En France, c'est 80% ou 90% des patients sont traités par bisoprolol. Okay. Et le carvedilol est assez peu utilisé, mais c'est le médicament de l'Amérique du Nord. En fait, il est quand même intéressant, effectivement, de fait de ses propriétés vasodilatatrices qui nous aident chez certains patients. Le bisoprolol est en une seule prise, c'est plus confortable. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études comparatives de confrontation, sauf avec le métoprolol, mais avec un sel différent qui montrait une supériorité du carvedilol. Donc, il n'y a pas eu de confrontation carvedilol-bisoprolol. Et puis en France, en Europe, on a un autre bêta-bloqueur qui est le nebivolol, qui a l'AMM pour l'insuffisance cardiaque, suite à l'étude Seniors qui montrait une efficacité chez patients âgés. Donc ça fait un 4e. Et ce dernier, il est plus vasodilatateur, semble-t-il, que le carvedilol et que les autres. Mais senior, si je ne me trompe pas, c'était dysfonction diastolique. Hein? C'était fraction. Non, c'était mixte. Il y avait les deux, mais il y avait une composante dysfonction diastolique. Très bien. N'importe quel. Pas de commentaire, oui. D'accord. Serge? Tu vois, moi, je les ai dichotomisés, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, par commodité pour un patient en classe 2, je l'aurais mis sous bisoprolol, puis je garde le correct pour ses autres propriétés, pour les patients plus malades. Je ne suis pas sûr que c'est scientifique de faire ça, mais
je favoriserais plus un médicament monocotidien.